Salut les créateurs, je vous retrouve aujourd'hui avec Arnaud Frisch qui nous fait l'honneur d'être ici sur cette chaîne. Merci à toi Arnaud qui est un spécialiste de la colorimétrie et des écrans. Si vous avez des questions de colorimétrie et d'écran à poser, c'est à lui qu'il faut les poser. On va voir ensemble quel type d'écran vous pouvez acheter et surtout quel type d'écran vous ne devez pas acheter selon votre besoin. C'est juste après l'intro. Alors Arnaud, déjà, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, présente-toi s'il te plaît rapidement. Bonjour à tous, bonjour Olivier, merci pour ton invitation. Donc, je suis photographe professionnel, je m'appelle Arnaud Frisch et depuis une quinzaine d'années, je tiens un site internet gestiondescouleurs.com où je traite de toute la question de colorimétrie et surtout du choix des écrans. Donc la question qui se pose aujourd'hui, que beaucoup de personnes se posent, c'est quel écran je dois acheter pour évoluer dans mon travail de photo ou de réalisation vidéo. Et moi, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est quel écran, entre guillemets, il ne faut pas acheter. Par là, je sous-entends quelles erreurs il ne faut pas commettre lorsqu'on choisit un écran. Déjà, j'ai envie de te lancer sur la question de la résolution. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit démocratiser la 4K ? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit forcément s'acheter un écran 4K parce qu'on filme de plus en plus en 4K ? Ou est-ce que tu émets encore des doutes par rapport à ça, des réserves par rapport à ce type d'écran ? Alors, si on prend ne serait-ce que la question de la 4K, en fait, aujourd'hui, c'est très simple. La 4K, évidemment, c'est très très beau. On est tous d'accord avec ça. On rêve tous d'avoir un affichage 4K. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a plein de problèmes techniques. Et si on n'y pense pas, on peut avoir des sacrés écueils, des sacrées mauvaises surprises. Alors, déjà, posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment envie et vraiment besoin ? Parce que c'est plus cher, c'est vraiment sensiblement plus cher. Vous prenez un très bon écran avec une résolution classique, vous passez à la 4K, vous rajoutez 300, 400 € minimum. Donc posez-vous la question du budget et du besoin. Ensuite, le deuxième écueil, alors là c'est vraiment un point très très important, ça va être si vous travaillez en multi-écran. Personnellement, voilà. C'est un problème que j'ai eu, donc c'est très intéressant. Une spécialité. Moi, j'adore le format panoramique. À la maison, j'ai eu envie d'avoir plusieurs écrans. Si vous envisagez de travailler en plusieurs écrans, et on évoquera la raison pour laquelle ça peut être très intéressant de travailler en multi-écran. Si vous travaillez en multi-écran, vous êtes obligé d'avoir des écrans de la même résolution encore en 2018. Les systèmes d'exploitation gèrent très très mal d'avoir un écran Full HD classique et un écran 4K. La problématique que j'ai eue, c'est que je travaillais avant avec un écran 4K, une dalle 4K et un dual screen qui était un ISO qui était lui en, alors c'est pas de la Full HD, c'est un peu au-dessus. Si c'est 27 pouces, c'est du WQHD comme on dit, 2560, le Full HD étant le fameux 1920 pixels de large. Donc un peu plus grand que la Full HD, mais en gros deux résolutions différentes et j'avais donc cette problématique de différence de résolution entre les deux écrans. Lorsque je passe une fenêtre d'un écran à l'autre, je vais buter en fait à cause de ça, je vais avoir des différences de taille de police qui vont être importantes et en fait alors bien sûr j'ai réussi à travailler comme ça, ouais, on arrive à se débrouiller, c'est pas pratique. Mais c'est très énervant et on ne comprend pas pourquoi ça arrive, on se dit mais est-ce que j'ai loupé un réglage, est-ce que c'est normal ? Et en fait ouais, c'est très simple en fait. Et la réponse en fait c'est qu'il n'y a pas de solution actuellement avec les OS avec lesquels on travaille, que ce soit sous PC ou sous Mac. La raison elle est extrêmement simple, c'est qu'en fait la résolution des écrans et des textes, donc on a forcément notre fenêtre principale pour travailler, les images elles s'accommodent sans aucun problème d'un écran Full HD ou d'un écran 4K, en revanche ce n'est pas le cas de tous les menus. Et tous les menus, pour qu'ils soient lisibles, les fabricants de logiciels ou de systèmes d'exploitation, on dit la personne a un écran de telle taille devant elle. Si on veut que le menu fichier, menu image, taille de l'image soit lisible, il faudrait que la taille de texte ait telle définition de pixels. Et bien quand on passe sur un écran 4K, il faut multiplier cette définition par 2. Il faut que la taille réelle du texte soit beaucoup plus grande, parce que sinon on ne peut tout simplement pas la lire. Donc en fait, le problème qu'on va avoir si on a un écran 4K, un écran normal, quand on passe de l'un à l'autre, l'image va être 2 fois plus petite, mais les textes aussi. Et actuellement, il n'y a pas de système d'exploitation qui est capable de gérer le multiscreen, voilà, le dual screen, en nous disant, ils commencent à être capables de le faire pour une autre chose qui nous intéresse, c'est les profils ICC. On peut calibrer 2 écrans différents et là le système d'exploitation le gère, mais malheureusement pas encore sur la définition de l'image en temps réel en disant je détecte que je passe sur l'écran suivant, je peux changer la résolution pour que les textes soient toujours bien affichés. Pour répondre à la première question, donc attention. Écran 4K oui ou non, si vous avez le budget, partez sur de la 4K forcément. Mais en dual, voilà. Mais si vous êtes en dual screen, 2 x 2. Il va vous falloir 2 écrans 4K
oubliez, très honnêtement, vous allez vous énerver. Ah oui, oubliez ce que j'ai fait. Un écran 4K, un QHD, ça. En attendant, non, Voilà. ça marche pas. Voilà, ça ne marchera pas. Donc voilà, on a vu cette question de budget, de dual screen, et il y a encore d'autres sujets par rapport à la 4K qui sont très importants à mettre dans la balance. Oui, mais exactement. Alors, le problème de la 4K, donc beaucoup de pixels affichés. Un point super intéressant et super important, les cartes graphiques savent gérer ça, le nombre de pixels. En revanche, il y a un autre point, et on y pense rarement quand on a des machines un petit peu plus anciennes. On n'est pas obligé de changer sa carte graphique pour avoir accès à la 4K, mais il y a un autre point, c'est la connectique. Si on a des vieilles cartes graphiques avec d'anciennes connectiques, il n'y a pas longtemps, on me posait la question, j'ai une carte qui n'affiche pourtant que le VGA, avec une connectique en VGA. J'aurais dit, en termes de qualité d'affichage des couleurs, ça ne change rien. Le nœud du problème, c'est juste la quantité d'informations qui passe dans le câble, le taux de rafraîchissement, et voilà. Et donc vous allez avoir éventuellement certaines cartes graphiques qui peuvent afficher la 4K, même si elles sont anciennes. Il n'y a pas forcément besoin d'une carte très puissante pour ça. Qui est une idée reçue. Voilà, exactement. Mais il y a un autre truc auquel on ne pense pas, c'est le rafraîchissement, le taux de rafraîchissement qui reste souvent à 30 Hz, le fameux 30 Hz, qui fait que quand vous déplacez votre souris, eh bien, elle saccade. Et si vous voulez, et donc les écrans d'ancienne génération sont à 60 Hz depuis longtemps, et aujourd'hui, une bonne carte graphique et surtout une carte graphique qui a la bonne connectique. Donc là, vous oubliez certains câbles HDMI avec les anciennes normes, parce que tout simplement, il y a un goulot d'étranglement. Vous avez effectivement l'affichage 4K, vous êtes content, et puis au moment où vous commencez à manipuler vos images, vous voyez des images de mouvement, de choses en mouvement, d'un seul coup, et ben vous vous dites, l'image est saccade. Et c'est juste à cause d'un truc tout bête, le cordon qui relie tout ça. Et donc attention, parce que certaines cartes graphiques ne permettent pas de choisir différents cordons. Donc quand tu parlais effectivement de génération de cartes graphiques, effectivement les anciennes cartes graphiques sont censées être capables d'afficher de la 4K, mais elles n'ont pas forcément les bonnes connectiques. Exactement. Juste à cause de la connectique, on est obligé de la changer. Finalement, on peut quand même dire que les anciennes cartes graphiques, il y a quand même une chance sur deux, si pas plus, que ça ne fasse pas l'affaire. Mais qu'on ne se trompe pas, et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas à cause de la carte graphique en elle-même de la puissance, c'est juste à côté de la petite encoche. Donc, encore un autre élément de réponse pour votre choix d'écran. La 4K, oui, c'est magnifique. Faites gaffe à tout ce qui va autour. Et qui va peut-être falloir acheter en plus. Voilà. Effectivement, éventuellement une nouvelle carte graphique. En tout cas, vérifiez vos connectiques. Voilà. C'est important pour la 4K. Et pour le confort réel et pour vraiment profiter complètement de la 4K. Sujet éclos pour la 4K. C'est bon. Autre sujet sur lequel j'ai envie de te lancer, ça va être la taille des écrans, qui est très importante pour moi. Ben oui. Puisque forcément, on a envie d'avoir des écrans de plus en plus grands, même si on en parlera tout à l'heure, maintenant que j'ai 2,32 pouces, j'ai un peu du mal à voir le coin en haut à droite d'un de mes deux écrans. J'ai travaillé pendant longtemps donc avec un 27 pouces, j'étais entièrement satisfait. Et quand je suis passé sur mon dual screen 32 pouces, j'ai trouvé mon 27 pouces très très petit. Ouais. Tout d'un coup. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour bosser sur un 27 pouces? Alors que pour beaucoup d'entre vous, à mon avis, déjà un 27 pouces, ce serait déjà le rêve. C'est déjà grand, c'est déjà bien, c'est déjà confortable. Et donc par rapport à ça, je te lance tout de suite sur la suite de ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux privilégier, on en parlait tout à l'heure, un grand écran 32 pouces par exemple, ou un dual screen en 24 pouces? Et ben voilà. Par exemple. Voilà. Pour commencer à répondre, un truc tout bête, la place que vous avez sur votre bureau. Dès que vous commencez à envisager 2 x 32 pouces, il faut pas loin d'1,50 m. Et de la profondeur de bureau. Et de profondeur de bureau, parce qu'il faut quand même une certaine distance par rapport à l'écran, à peu près 70 cm. Et en fait, il y a tout simplement plein de gens qui ont un petit coin chez eux qui est disponible pour ça, et ils peuvent tout simplement pas mettre 2 ou 3 écrans comme à la maison. Actuellement, et ben voilà. Dans mon bureau actuel, mon bureau n'est pas assez profond, il fait 60-70 cm de profond, ce qui fait que j'ai du mal à mettre mes 2 écrans. Et voilà. Et le coin en haut à droite est très désagréable et voilà, parce pas qu'on est trop beaucoup près. utilisé. Voilà. Et l'angle de la vision humaine, c'est à peu près 140 degrés. Et du coup, moi à la maison, par exemple, j'ai fait le choix d'un écran de très bonne qualité en 24 pouces seulement, et 2 écrans de moins bonne qualité pour maîtriser mon budget. Ça me fait donc 2,23 1,24, 1,50 m en largeur, l'équivalent à peu près de 2,32 pouces. Ouais. Vous voyez? Donc on va pouvoir faire des combinaisons, mais la clé essentielle pour répondre à cette question, c'est moins le budget et autres, c'est tout simplement la taille de votre bureau. Puisque on parlera de budget en fin de vidéo, parce que c'est aussi un sujet très important, mais on va pouvoir trouver son bonheur, grosso modo, un peu dans tous les budgets. Oui, voilà. Oui, aujourd'hui, oui. Et donc, pour revenir à la question ici qui est posée, c'est est-ce que beaucoup de personnes travaillent maintenant avec des iMac Pro, par exemple. On n'a qu'un seul écran, je ne sais pas, c'est du 32 pouces aussi. Non, 27. 27, c'est des 27. Du pouces. 27 pouces, désolé, je ne connais pas bien. En 5K. Ces personnes-là se satisfont entièrement d'un seul écran, 27 pouces par exemple.
Ouais. Moi, j'ai du mal avec ça. Et donc, moi, personnellement, mon conseil, j'ai tout le temps travaillé en dual screen et je ne peux plus me passer de 2 écrans. Je pense qu'une fois que vous avez goûté au dual screen, vous ne pourrez plus revenir en arrière, ça vous fera vraiment bizarre. Même si vous devez vous contenter de 2 petits écrans, par exemple en voyage, sur un petit setup avec votre écran d'ordinateur en 15 pouces et plus un dual screen, je ne sais pas moi, en 17 pouces ou je ne sais même pas, vous serez plus à l'aise que sur un seul écran, à mon avis, 20-24 pouces. Là, la raison, elle est toute bête. Là, je reprendrai le cas 24 pouces. Donc, les 1920 pixels que j'ai ne servent qu'à mon image, soit photo, soit vidéo. Et j'ai un 23 pouces à côté qui est toujours en 1920. Et du coup, je peux afficher énormément de palettes outils les unes à côté des autres. Et si j'essayais d'avoir une combinaison très confortable comme ça, donc moi j'ai un certain nombre d'outils que j'adore, je peux ouvrir toutes mes palettes sans être obligé de faire un choix. Si on met ça sur un 27 pouces, on est en 2560 pixels. Ou même un 32. Ou même un 32. Mais oui, mais en 32 pouces, en fait, en nombre de pixels, on est comme sur un 27, avec des pixels plus gros tout simplement. Mais si on prenait un écran classique en 2560 pixels, égale, voilà, et ben on serait quand même en 2560 pixels. En gros, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'équivalent d'un 24 pouces et vous avez l'équivalent de 2 colonnes d'outils. Or, moi, j'aime bien en ouvrir 4 pour avoir un certain nombre d'outils disponibles tout de suite avec un déplacement de souris et pas être obligé d'aller chercher la fenêtre dont j'ai besoin à ce moment-là. Donc, je préfère avoir un 24 complet dédié et du coup de qualité, parce que comme il est de qualité, eh bien, je vais avoir une super image affichée parfaitement sur mon écran, très bien calibré et autres. Et les écrans, mon écran secondaire, eh bien, il est entièrement dédié à mes palettes. Donc, je peux en ouvrir 4 colonnes et non plus seulement 2. Ou même, et je peux avoir une qualité moins bonne. Même et donc, à tes mails, à tes réseaux sociaux. Là, j'en ai même un troisième pour ça. Voilà, mais j'en ai un troisième pour ça. Mais l'idée, c'est quel intérêt d'afficher les palettes en nombre sur un écran très cher, très bien calibré? Aucun. Il y a quand même une grosse question de préférence personnelle et d'habitude personnelle là-dedans. Il ne faut pas y avoir goûté, on est d'accord. Mais vous l'avez compris, en tout cas, notre recommandation, ce serait quand même de partir sur 2 écrans, peut-être de gamme un petit peu inférieure, mais pour vous offrir un dual screen, et on verra encore une fois en termes de budget, vous pouvez vous offrir un dual screen de qualité, plutôt que de vous ruiner sur un seul écran et finalement vous sentir un peu bloqué. Et voilà, exactement. Et c'est vrai que si vous n'avez jamais goûté au dual screen, vous n'aurez peut-être pas cette sensation-là, mais très vite elle va arriver. Le sujet suivant, Arnaud, ça va être la question de la technologie de la dalle. Quelle dalle aujourd'hui il ne faut pas acheter? Aujourd'hui, on sait que ce qui se démocratise, ce sont les dalles qu'on appelle IPS, qui font référence aujourd'hui, qui sont de très bonne qualité. À quoi il faut faire gaffe lorsque on va basiquement, on est monsieur tout le monde, on va à la Fnac, on va voir les écrans, on n'y connaît rien. Quand je regarde un écran, à quoi est-ce qu'il faut que je fasse gaffe en termes de qualité d'image? Alors, aujourd'hui, 3 grandes technologies de dalles. Les dalles les plus courantes, les plus basiques, on appelle ça une dalle TN. Un peu supérieure, on va avoir des dalles, c'est VA je crois, VA c'est tout à fait. Et la dalle qui est vraiment plus qualitative pour nous photographes ou retoucheurs vidéo, monteurs vidéo, c'est les dalles technologie IPS. Donc dès que vous voyez un écran, même vous n'en avez pas entendu parler sur mon site ou ailleurs, vous voyez technologie IPS, vous avez 2 choses très intéressantes. Premièrement, vous avez un écran qui n'est pas directif, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder en face et éventuellement avec vos amis, avec votre client qui serait sur le côté, vous voyez exactement la même image. C'est pas directif. Directement devant l'écran, chez le vendeur, chez le revendeur. Voilà. Quand vous décalez devant votre dalle, sur un portable ou bien sur un écran de bureau, vous voyez tout de suite si vous avez affaire à une technologie IPS. C'est très confortable. Et ça, si je peux me permettre juste rapidement, désolé, je te coupe, ça c'est très important pour vous, professionnels ou semi-professionnels, qui livrez des choses à vos clients. Quand vous livrez à un client, essayez de voir sur quel écran votre client va regarder votre travail. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas une dalle IPS, parce que quand vous bougez donc votre tête, vous voyez qu'il y a des différences de luminance, soyez prudent. Informez votre client que éventuellement il va voir quelque chose qui ne va peut-être pas le satisfaire tout de suite, et surtout n'hésitez pas à lui montrer sur votre support, sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre ordinateur portable, montrez-lui le résultat qui est censé être le bon. Voilà. Puisque ça peut poser des vrais problèmes. Une dalle IPS, pas du tout sensible à l'angle, vous êtes sûr de montrer, quelle que soit la position de votre client. Voilà. Vraiment, parce que quand vous êtes sur une dalle dite TN ou VA, dès que vous vous éloignez un peu du centre, la luminosité de votre vidéo change drastiquement. Vous avez l'impression que c'est tout noir, les contrastes montent de manière très impressionnante. Donc votre client pourrait dire, mais votre vidéo, elle est ratée. Non, non, elle n'est pas ratée du tout, elle est mal visualisée. Il est nécessaire d'éduquer nos clients par rapport à ça, puisque c'est une grosse problématique qu'on a tous, que ce soit en photo ou en vidéo. Et comme on l'a soulevé dans une autre petite vidéo qu'on a fait avec toi, Olivier, il y a ce qui est vraiment très intéressant de ce que j'ai observé quand je teste des écrans qui des fois sont bas de gamme, mais malgré tout à technologie IPS, on a un écran
écran qui, de toute manière, est systématiquement de bonne qualité. On peut avoir des très mauvaises surprises avec des dalles TN, donc les plus basiques, les moins chères. En revanche, dès qu'on est sur une dalle IPS, on a quelque chose qui, au minimum, est correct. Donc c'est aussi un gage de qualité que vous vous offrez si vous offrez une technologie IPS. Je pense que c'est devenu incontournable. Pour moi, oui. Alors après, on pourrait me rétorquer, pour certains vidéastes, les dalles IPS ont des taux de rafraîchissement qui des fois sont un peu supérieurs à d'autres technologies, et certains, par exemple les personnes qui font de la retouche vidéo, qui font de la retouche photo et qui jouent de temps en temps, pourraient dire mon écran il manque un peu de réactivité. Donc là on est dans une spécificité, et donc là voilà, moi je suis moins spécialiste, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc c'est pas forcément un point que je soulève. Je sais que c'est une question, voilà, c'est une question qui peut se soulever. Et si vous avez des besoins comme ça, faites un petit peu attention aux critères du taux de rafraîchissement. Mais sinon, pour nous, photographes, vidéastes, une dalle IPS, pour moi c'est incontournable. Tant que la souris est fluide. Voilà, c'est incontournable en 2018. Prudence, on a dit, sur les deux technologies, et donc grossièrement, vous allez devant votre écran chez votre vendeur, vous bougez la tête, c'est une des premières choses à faire. Voilà. Beaucoup de portables maintenant, dès que vous allez chez Asus et que vous prenez un niveau de gamme un petit peu supérieur, dalle IPS, donc c'est parfait. On peut vraiment avoir un flux entier en dalle IPS aujourd'hui. On n'a plus vraiment besoin de se soucier de cette technologie-là aujourd'hui, même chez les revendeurs grand public en fait. C'est-à-dire qu'on va chez Boulanger, chez Darty, à la Fnac. On va trouver son bonheur. Dans 90% des cas, on tombe sur des dalles quand même maintenant qui sont de relativement de bonne qualité. Oui, incontestablement. La problématique qui va être soulevée après derrière, ça va être, quand on tape dans les entrées de gamme, ça va être la durée de vie et surtout l'homogénéité de ces dalles. Ouais, surtout l'homogénéité. Parce que la durée de vie, bon voilà, là moi je vois, j'ai un écran à la maison, les petits écrans secondaires, ils valent 150 €. Je les utilise tous les jours. Ça fait plusieurs années que j'utilise la même dalle, je la connais par cœur. Moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix parce qu'elle est homogène, elle n'a pas de gros défauts. L'inconvénient, obsolescence programmée, si tu nous tiens, 3 ans, tous les jours, 3 ans, et hop, et vous pouvez le jeter à la poubelle. Oui, mais qu'est-ce qui te lâche? La dalle, vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors des fois c'est l'alimentation, des fois, mais c'est marrant parce que ça fait une dalle que je suis depuis très longtemps, parce que j'ai rien trouvé de mieux à ce prix-là pour être très correct, aucun gros défaut. Voilà, d'autres écrans que j'ai pu tester à 150 €, on va avoir une homogénéité qui est vraiment pas bonne, on va avoir des couleurs qui sont complètement dans les choux, mais une bonne homogénéité. Voilà, sur celle-là, les recommandations d'Arnaud sur son site, bien sûr, vous trouvez le lien dans la description et on vous mettra quelques liens pour avoir des idées voilà, de point de départ. Ici. Voilà, et d'écrans qui sont... En toute objectivité, bien sûr. Avec tout ce que j'ai pu tester. Et donc cet écran-là, il dure 3 ans. Si on l'utilise tous les jours à 10 heures par jour, bon ok, on le sait, oui, mais ça vaut 150. Un EIZO, ça dure 10 ans, oui, mais c'est pas du tout le même budget. Voilà. Donc, si on peut parler effectivement rapidement de ça, la technologie qu'on va choisir, le prix est systématiquement rattaché toujours et encore, par exemple sur les écrans ici, à une durée de vie. Oui. Ah oui, clairement. Il n'y a pas de magie par rapport à ça. Non, il n'y a pas de magie. À 150 €, on a une dalle qui vaut 150 €, qui va peut-être être bonne pendant 1, 2, 3 ans, mais qui ne va pas durer aussi longtemps. Voilà, exactement. Qui va avoir des déviances, qui va perdre en luminosité, Voilà. Mais le nerf de la guerre, corrige-moi si je me trompe, mais le nerf de la guerre, c'est l'homogénéité. Pour moi, c'est un point important. J'ai vraiment du mal. Il y a certaines dalles qui sont tellement peu homogènes, les couleurs pourraient être relativement précises, même en sortie d'usine, mais vous avez des grosses taches et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à conseiller ça. Pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi on parle, c'est, on va dire, les différences d'exposition, de luminance que vous avez sur un écran. Typiquement, dans les coins, voilà. Assez souvent, on va avoir une image un peu plus sombre. Ah, mais si avec ça, ça serait bien. Mais quand une dalle n'est pas homogène, c'est carrément au milieu. Vous avez vraiment l'impression que vous affichez, pas compliqué, vous allez dans votre navigateur, vous affichez une page blanche de navigation. Et bien vous voyez que votre écran, surtout le soir, eh bien il est plus orange à tel endroit. Et puis c'est vraiment très diffus. Je pense, pour la personne qui va de nouveau chez son revendeur préféré au coin de sa rue acheter un écran. Un navigateur, page blanche. Voilà, exactement. Deuxième réflexe, après le regard. Droite-gauche. Un navigateur, une page blanche, faites ce que vous voulez avec Paint, je sais pas. Pendant que vous êtes chez le revendeur, vous mettez ça en grand, vous observez l'homogénéité. S'il y a quelque chose qui vous choque, déjà vous, en tant qu'amateur, voilà, exactement. Dans le magasin, c'est que c'est cool. Ok, l'écran est allumé tous les jours, pendant 10 heures par jour, toute l'année dans le magasin, mais s'il tient pas ça... L'homogénéité de ce que j'ai retenu, ça ne fonctionne pas dès le premier jour. C'est pas quelque chose qui est lié avec la durée dans le temps. Donc aucun souci de ce côté-là. Si c'est pas homogène, c'est pas parce que vous avez un exemplaire qui est là depuis 3 ans, c'est tout simplement que depuis qu'il a été en vente, depuis qu'il a été branché la première fois, dalle pas homogène. Très bien. Sujet suivant, la colorimétrie, ce qu'on appelle le gamut. Ah, le gamut. Le gamut de votre écran. Quel gamut il ne faut pas acheter, entre guillemets? La phrase est un peu bizarre, mais je sais que moi j'ai travaillé sur du SRBB. Comme tout le monde, comme tous les écrans. Voilà. Pendant pas mal d'années. Et il y a 2 ans, j'ai acheté un écran qui avait un profil colorimétrique Adobe RVB, qui a un profil plus large que le SRBB.
Ce profil plus large, je me suis aperçu que déjà en dual screen avec un écran sRGB me posait un petit problème puisque je ne voyais pas exactement la même chose sur les deux, puisque mon système d'exploitation était incapable de gérer les deux. Voilà, les deux profils. En même temps, en tout cas, de faire l'équivalent sur les deux profils. Et en même temps, je me suis dit, mais mon Adobe RVB, c'est bien mignon, j'ai un profil plus large, mais est-ce que mon client a ce profil-là? Voilà. Non, il ne l'a pas. Donc ce profil-là ne me servait en fait strictement à rien, à part à m'apporter des soucis. Donc, conseil suivant, on va le développer, n'allez pas viser les profils colorimétriques les plus larges existants juste sous prétexte de vouloir le meilleur profil possible, parce que le meilleur profil, ça ne veut rien dire. Le meilleur profil, c'est celui qui vous permet de travailler de façon efficace, d'être fidèle à ce que votre client va voir, et de pouvoir livrer une image satisfaisante en toute situation. En tout cas, vous rapprocher de cet idéal-là. Voilà. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est vraiment le problème du gamut. Donc pour faire extrêmement court, le plus classique, c'est ce qu'on appelle le sRGB, ça veut dire standard rouge, vert, bleu. C'est le standard de la production. Tous les écrans, toutes les imprimantes du monde, depuis une vingtaine d'années, doivent absolument sortir d'usine en étant capables de reproduire ça. Pourquoi en fait ça marche très très bien depuis des années? Parce qu'en fait énormément de couleurs de la vie de tous les jours sont reproduites par le sRGB. Donc progressivement c'est quand même aperçu qu'il manquait certaines couleurs très saturées, et j'insiste beaucoup là-dessus. Notamment dans les verts? Notamment dans les verts, un peu dans les rouges et dans les bleus, avec certains bleus, par exemple des bleus des Caraïbes, qui peuvent ne pas être parfaitement reproduits avec la bonne saturation sur un écran sRGB. Donc avec les moyens techniques qui progressent, on a pu faire des écrans qui étaient capables d'afficher potentiellement, et j'insiste là-dessus, parce que tout à l'heure, voilà, tu as remarqué quelque chose sur tes deux écrans, c'était juste une erreur de gestion de la couleur qui faisait que tu avais l'impression que sur un écran, les couleurs n'avaient pas la même saturation. Donc c'est juste un potentiel. Quand vous avez un écran qui est capable d'afficher l'Adobe RVB 98, c'est juste comme si vous vous achetiez une voiture avec un compteur qui peut aller plus loin. Mais quand vous roulez à 130 km/h, que vous soyez dans une Ferrari ou une Twingo, vous êtes à 130 km/h, vous mettrez même temps pour aller à Strasbourg, pour aller à Paris, où vous voulez. Le gamut, c'est juste un potentiel de couleurs très saturées disponible que vous pourrez afficher avec la bonne saturation. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Là, on est en train de faire une petite vidéo entre nous, dans un coin où il n'y a pas de couleur spécialement saturée, ça sera parfaitement reproduit par le sRGB. Donc il y a un fantasme autour de l'Adobe RVB 98. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on fait certaines erreurs, on peut avoir le sentiment qu'effectivement, les couleurs sont plus saturées dans l'Adobe. C'est juste à cause d'une erreur. L'Adobe permet juste d'afficher des couleurs très saturées avec les bonnes nuances. Si besoin. Alors, et le deuxième point qui est, comme pour la 4K, ça coûte cher d'avoir un écran qui est capable d'afficher l'Adobe. Donc je remarque qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils travaillent tout simplement pas des couleurs très saturées, ils réalisent des films entre eux, il n'y a absolument pas besoin de ces saturations-là de disponibles. Ça coûte beaucoup plus cher d'acheter un écran qui est capable d'afficher l'Adobe. Et puis le dernier point que tu as soulevé, mais qui est alors là pour moi qui est essentiel, si vous travaillez chez vous tout seul, à la limite faites-vous plaisir avec un écran 4K, un écran Adobe RVB 98, vous allez le payer très cher mais vous allez vous régaler. Le problème, c'est que quand on est en train de faire une vidéo comme on fait, on va la partager avec tout le monde. Et on va la partager la plupart du temps sur des smartphones. Qui sont en Adobe sRGB. En sRGB. Alors, effectivement, certains Apple sont capables d'avoir un gamut un peu plus large que le sRGB. On appelle ça le DCI-P3. Mais la plupart des gens qui vont regarder nos vidéos vont être en sRGB sur leurs écrans à la maison, sur leur e-bidule, comme on dit. Et du coup, en gros, on va travailler avec des couleurs très saturées chez nous, on va être content. Et dès qu'on va vouloir la partager, eh ben de toute manière, il va y avoir un nivellement par le bas. Donc dès que vous partagez vos images avec des clients, avec tout simplement votre communauté, vraiment ne tombez pas dans le piège du Adobe RVB c'est plus grand, donc c'est mieux, c'est un nid à ennui. Voilà. Et je confirme, je suis repassé sur des écrans sRGB. Et tout rentre dans l'ordre. Je suis content. Et ben voilà. Mais c'est classique. Et mon écran Adobe RVB, il ne sert pas à grand chose. Voilà, même il m'emmerdait plus qu'autre chose pour être franc. Voilà, donc autre conseil, le Adobe RVB, c'est un besoin spécifique, à mon avis réservé à certains professionnels dans certains domaines avec certains clients. Et certains clients, exactement. C'est ce que j'ai, exactement. Et personnellement, avec mes clients, même des ta communauté. Ouais, ou ma communauté, ou même des clients, j'ai travaillé avec des grandes marques, n'avaient pas ce besoin-là. Donc je me suis retrouvé plus embêté avec mon Adobe RVB qu'avec mon sRGB. Je suis reparti sur 2 écrans 4K 32 pouces, je me suis fait plaisir là-dessus, mais en sRGB. Voilà, tu les calibres en sRGB, même s'ils sont capables d'aller plus loin. Et ben voilà. Voilà pour cet élément de réponse. Alors Arnaud, on va maintenant parler du budget, puisque c'est le nerf de la guerre, et c'est une question qui revient souvent, cette question du budget. Aujourd'hui, je suis amateur, je fais un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, juste pour le plaisir, pour avoir des souvenirs de famille, sans aucune
ambition prétention, autre, voilà, prétention. Voilà. J'ai un petit budget. Quand je dis petit budget, on va quand même être raisonnable. Je peux investir 150, 200, maximum 300 euros. Est-ce que je peux trouver un écran qui mette en valeur mes images? Oui, on peut. Alors vraiment, soit à la hauteur du matériel peut-être oui. audiovisuel que j'ai acheté. Alors voilà, effectivement. Alors moi, ce que j'essaye de faire sur mon site internet quand je teste plein d'écrans dits bas de gamme, j'essaye de trouver celui qui est le plus correct, un budget limité. Et donc je parlais tout à l'heure de un écran principal vraiment haut de gamme à la maison. Et pour mon activité de mail, de surf sur internet et mes palettes, j'ai pris des écrans plus bas de gamme. Et j'ai fini par dénicher un écran avec une dalle que d'ailleurs on peut retrouver dans plusieurs marques et qui coûte environ 150 € en 23 pouces. Et donc vous avez deux 23 pouces très très corrects pour 300 €. Et donc vous avez beaucoup de place pour travailler, dans un budget maîtrisé, des dalles qui sont homogènes, des couleurs qui sont très très correctes. Alors là, j'aurais envie de vous dire, l'inconvénient, c'est qu'il faudrait le calibrer idéalement. Donc on serait plutôt sur un budget à 450 €. Enfin, pour moi, ça reste raisonnable. Pour calibrer son écran dans l'autre vidéo. Si on n'a pas de, on a réussi à faire un lien entre les deux. Si on n'a pas de sonde de calibrage. Donc voilà, moi, je pense qu'on peut déjà trouver, mais c'est vrai que tous les écrans à 150 €, notamment à cause de l'homogénéité de l'écran, ne vont pas être bons dans ce budget-là. Mais voilà, à force de faire des essais, à force de comparer les écrans. Ces références-là, on vous les met dans la description. Et bien sûr, sur son site, vous avez en fait une mise à jour quasiment quotidienne. J'exagère. Moi, je fais de la veille très très régulière. Voilà, sur ces questions de budget. Donc vraiment, mettez son site en favori, puisque pour la rentrée 2018, j'ai plein de nouveautés qui vont arriver en test sur mon site dans des budgets très maîtrisés. Donc en gros, pour 300 €, on peut avoir un dual screen de qualité. Voilà. Juste peut-être le seul inconvénient, c'est que au bout de 2-3 ans, on va voir ces écrans un petit peu régresser, mais ça vous laisse le temps aussi d'économiser à nouveau. Mais c'est pas forcément plus judicieux, je dirais, aujourd'hui d'économiser, d'attendre d'avoir 2 fois 1000 € pour s'acheter un dual screen. Mais non, il faut commencer à travailler tout de suite. Voilà. Mais oui, mais bien sûr. Deux bons écrans cumulés à 300 €, vous êtes parti sur 3-4 ans facile. Et vous pouvez vous faire plaisir. Donc ça déjà, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont un petit budget. Voilà. Ensuite, j'ai un peu plus de budget. Je suis semi-professionnel, je commence à travailler pour des clients, je veux me professionnaliser et je veux quelque chose qui dure un petit peu plus et qui soit plus fiable pour ne pas avoir à me poser la question tous les 6 mois de est-ce que mon écran a des déviances, est-ce qu'il est toujours bien calibré, etc. etc. La première fois où j'ai fait appel à tes services, si on peut dire ça comme ça, tu m'as conseillé un écran chez ISO, qui est une marque qui fait référence. Ah oui. Une dalle 27 pouces qui était en promo à l'époque et qui était un 27 pouces donc pour 800 €. Ah. Donc c'est ce que je cherchais, un budget en dessous de 1000 €. Et je me suis retrouvé avec une dalle de très bonne qualité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Alors j'étais pas en 4K. Non, attends, en QHD. En WQHD, donc 2560. En dessous de 1000 €, j'imagine qu'on peut toujours se faire plaisir. Oui, et de plus en plus. C'est ce que je te disais. Sur un dual screen. Alors voilà, oui, mais c'est ce que voilà. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 2 écrans équivalents en budget pour justement afficher les palettes graphiques? Vous pouvez très bien, ça vraiment j'insiste beaucoup, parce que moi ça a été une révélation, au lieu d'avoir 3 écrans qui valent au minimum aujourd'hui pour un très bon écran. 3 fois les mêmes écrans. Les mêmes écrans, donc avec un budget, et puis surtout, voilà, là, on repensait tout à l'heure, on parlait du gamut. Qu'est-ce qu'est l'intérêt d'avoir un écran qui est capable d'afficher l'Adobe RVB 98 pour afficher des palettes? Donc un écran de très bonne qualité, ça c'est vraiment une idée pour laquelle j'insiste, parce que spontanément on va avoir envie de se faire plaisir avec un écran 27 pouces. Qui dit 27 pouces dit forcément budget plus élevé si on veut qu'il soit homogène. Donc toi, tu avais eu une bonne surprise avec autour de 800 €. Normalement, c'est des écrans à 1000 €. Ouais. Il était à la base à 1000 €. J'ai eu 20% de remise à ce moment-là. Voilà, exactement. Alors après, on peut avoir des écrans qui peuvent être aujourd'hui à 700 €, là je pense à une marque. Le problème, c'est qu'on va avoir des dalles qui ne vont pas forcément être homogènes. Si vous tombez sur un bon numéro de série, vous vous dites « mais j'ai bien fait d'acheter mon 27 pouces parce que la colorimétrie est souvent très bonne ». La colorimétrie aujourd'hui est souvent très bien maîtrisée, même dans des petits budgets. Donc, la différence, c'est l'homogénéité. La question que j'ai envie de te poser, que les gens doivent se poser peut-être, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de chipoter? Je pose la question comme ça. Non, est-ce que l'homogénéité… Oh là là, c'est flagrant. Est-ce que si tu prends du recul en tant qu'amateur, peut-être, je m'adresse vraiment aux amateurs là, je dis est-ce que… Moi je mets à la place des gens ici, je me dis tiens, attends mais… Ça va, c'est un peu plus sombre là, mais est-ce que vraiment ça se voit? Est-ce que vraiment ça va me déranger? Moi je dirais que oui, et je pense que tu vas me dire oui aussi, mais… Allez voir sur mon site, j'ai mis une copie d'écran. Si vous croyez qu'une dalle pas homogène, c'est ce qu'on appelle le vignotage en photo, juste les coins qui sont plus sombres, c'est pas ça une dalle pas homogène. Une dalle pas homogène, c'est plus sombre au milieu, c'est-à-dire que vous avez des taches. Et j'ai mis une copie d'écran justement, parce que des fois on me demandait, mais c'est pas gênant. Et le nombre de gens que j'ai vu acheter une dalle où je disais, attention, achetez-le plutôt chez un tel que chez un tel, parce qu'on
peut le rendre plus facilement. Et qui m'ont dit, eh ben voilà, je suis tombé sur une dalle qui n'était pas homogène et c'est inutilisable. Parce que vraiment, vous avez des taches en plein milieu de l'écran. Et que Arnaud développe aussi sur son site, c'est le nombre d'écrans, enfin le nombre de chances, de malchance que vous avez de tomber sur une dalle pas homogène chez tel ou tel fabricant aussi. Et voilà. Et c'est vrai que là, bon, je nomme EIZO, même si c'est parce que c'est le matériel que j'utilise, mais peu importe. Et on va dire une des forces de ce genre de marque, c'est très clair. Ça va être la régularité, la constance dans la qualité. Voilà. C'est plus cher, mais on sait pourquoi. C'est pas forcément ce qu'on va retrouver chez d'autres fabricants. Mais non. Où on va peut-être avoir des très bons écrans, mais une chance sur 5 ou une chance, voire plus, si pas plus, une malchance sur 2 d'avoir une dalle qui n'est pas homogène, qu'on va renvoyer, ou qu'on va peut-être avoir la flemme de renvoyer, et on va accepter par défaut d'avoir quelque chose d'un peu... Alors là, vraiment, là, il y a une nouveauté que je viens de tester, et d'une marque que je suis depuis très longtemps. Alors vraiment, je lui suis très reconnaissante parce que je... Tu peux les nommer, j'ai commencé à nommer EIZO, exactement. Ça, y a pas de jaloux, vas-y. Et donc là, jusqu'à maintenant, j'avais du mal avec la marque BenQ parce que je trouvais qu'il y avait des très très belles colorimétries, des budgets extrêmement maîtrisés. 700 € pour un 27 pouces, c'est un budget maîtrisé avec de l'Adobe RVB 98, c'est du WQHD, donc 2500, mais voilà, on a une très très belle colorimétrie, extrêmement proche de ce que peut faire EIZO, donc il fait référence. Problème, bien souvent, les dalles ne sont pas homogènes. Et ils tiennent compte de mes différentes remarques. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Et il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit, bon voilà, on sait que vous ne dites pas toujours du bien de nos écrans, mais on a envie de vous faire réessayer nos derniers exemplaires. Donc, super démarche, moi j'ai adoré. Et là, récemment, donc vraiment, je suis content de partager avec toi, Olivier, puis ta communauté. C'est tout récent, c'est un test que je viens de publier et j'avais envie de vraiment communiquer dessus à la rentrée 2018. Donc, c'est BenQ vient de sortir un 24 pouces. Donc, jusqu'à maintenant, pour avoir l'équivalent chez EIZO, 700 €. C'était le fameux EIZO CS 24-20, 24 pouces d'excellente qualité. Là, on est vraiment au top. BenQ, donc le marque concurrente, vient de sortir un 24 pouces. Donc, on est toujours en Full HD, donc 1920. On n'est pas en 4K. Oui, mais ils viennent de sortir une dalle, donc Adobe RVB 98, vraiment homogène dans l'exemplaire que j'ai pu tester. Tout ça pour 450 € seulement. Donc aujourd'hui, on peut s'acheter de la très très belle qualité pour 450 €. Ben, il y a encore 2 ans, on aurait fait cette vidéo. Voilà, c'était triste pour moi, mais dire, c'est 700 minimum. 450, voilà, on est en dessous les 500 € et très clairement, avec mon expérience, en dessous de 500 €, un certain nombre de personnes peuvent se poser la question, donc, allez, je fais un petit effort. Je disais tout à l'heure, j'ai un budget de 1000 €, je peux m'acheter un dual screen sur, par exemple, ce modèle-là. Ah ben là, vous pouvez acheter le super écran, vous achetez 1 ou 2 écrans plus bas de gamme et surtout, vous achetez une sonde. Et là, vous calibrez super bien l'ensemble et vous avez un flux de travail qui est absolument parfait pour 1000 €. Mais là, aujourd'hui, à la rentrée 2018, on peut vraiment se faire plaisir. Alors moi, mon setup, aujourd'hui, mes 2,32 pouces 4K valent, si je ne dis pas de bêtises, 1300 € chacun. Donc 2006. 2006, qui est un budget pas négligeable. Si maintenant, alors c'est sûr, et je trouve un réel intérêt à avoir mes 2 écrans en 4K 30 pouces. C'est bien, si vous pouvez, évidemment. C'est une dalle qui est magnifique, vraiment magnifique, qui sublime les images de mon boîtier qui est en 4K. Exactement. Qui sont en 4K. Maintenant, donc on est dans des budgets plus élevés. Mais effectivement, au-dessus de 1000 €, on va dire qu'on va s'adresser, je dirais, à des professionnels, des gens qui gagnent leur vie avec ça, qui investissent là-dedans. C'est un investissement professionnel. Donc, si on dépasse les 1000 €, ce qui va être intéressant de soulever, c'est quelle différence il va y avoir. On en parlait un petit peu dans l'autre vidéo, entre une dalle maintenant, comme la mienne, à 1300 € et son équivalent, parce qu'au-dessus de 32 pouces, bon, c'est un peu... ça sert plus à grand-chose, je dirais, je sais pas, mais entre un 32 pouces 4K à 1300 € et son équivalent à 5000 €. À 5000 €. Le très haut de gamme de chez EIZO. Là aussi, beaucoup de fantasmes. On parlait des fantasmes liés à l'espace colorimétrique, au gamut des écrans. Un autre fantasme, c'est le prix des écrans. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Moi qui ai la chance de tester, par exemple, chez EIZO, qui est le fer de lance aujourd'hui quand on veut un écran très haut de gamme. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester toute leur gamme. Et ma surprise a été de voir qu'en fait, quand vous avez un écran à 1300 et celui à 5000, alors évidemment celui à 5000 est absolument parfait. Celui à 1300 est presque parfait. Vous appréciez la nuance, presque. C'est vrai que si vous n'avez pas les 2 écrans l'un à côté de l'autre, vous êtes infoutu de voir la différence tellement il y a peu d'écart. Et surtout, et là tu posais la bonne remarque, c'est à qui ça s'adresse. Et ben ça s'adresse non pas à des esthètes, à des gens vraiment amoureux de la belle image, ça s'adresse à des personnes pros qui travaillent pour des pros et qui ont besoin d'offrir
donc à leurs clients des garanties. Et c'est justement ça. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans le petit soft, donc vous avez la possibilité de le calibrer, et bien souvent, il se calibre automatiquement. Il y a une sonde qui est carrément intégrée. Et bien tout simplement, oui, voilà. Alors, c'est une très bonne sonde. Là, vous n'avez pas besoin d'acheter, mais de toute façon, à 5 000 €, les 200 € d'une sonde, vous vous en moquez. Et le point essentiel, c'est que dans les petits menus, aucun menu n'est grisé, ce qui veut dire que vous avez accès à un menu qui vous paraît totalement ésotérique quand vous êtes amateur, c'est la certification. Eh bien, qu'est-ce qui coûte aussi très cher? C'est la possibilité, une fois que vous avez calibré votre écran, de pouvoir envoyer à votre client le certificat, la certification, comme quoi votre écran a été calibré dans les règles de l'art et qu'il est aujourd'hui… Ce qui est aussi important dans un flux de production. Par exemple, quand je travaillais chez Universal, on avait tous les écrans calibrés de la même façon pour que derrière, en salle, au cinéma, on sache que tout le flux de production, le workflow, était calibré avec des usages très spécifiques. Vous travaillez pour Dior, vous travaillez pour Chanel, le rouge à lèvres que vous allez travailler, évidemment qu'il est fondamental de respecter sa colorimétrie très précise. Après, si vous avez un différent… de la merde derrière, mais ça c'est un autre sujet. Ça c'est comme dirait l'autre, cela ne nous regarde pas. Voilà. Mais voilà, ce qui est vraiment important, au niveau du fantasme, à 1 300 €, je veux vous assurer qu'à 1 300 € ou à 5 000 €, vous allez avoir une toute petite différence. Et si vous n'avez pas les deux écrans l'un à côté de l'autre, je peux vous garantir que vous allez vous faire mal aux yeux pour essayer de trouver la différence. Rien à reprocher. Mais non, c'est très bon, très bon, c'est homogène. Je suis spécialiste dans ce domaine-là pour juger de la valeur d'un écran, mais j'ai rien à leur reprocher. Et je pense vraiment que si les gens qui achètent leur écran à 5 000, hormis le pro qui travaille donc dans un certain contexte et qui a besoin de garantie, parce que si jamais il a un procès, les sommes engagées par des campagnes de publicité sont tellement énormes qu'il est obligé d'offrir cette garantie à son client. Et puis à lui, c'est sa garantie aussi à lui. Dans les autres cas, si les personnes avaient la possibilité de comparer les deux écrans dans un magasin, ce qui malheureusement n'est pas possible, il y a plein de gens qui repartiraient seulement avec l'écran à 1 300. Claqué 5 000 €. Et donc dit autrement, qui serait dégoûté d'avoir dépensé 5 000. Voilà. Donc ça c'est important aussi, c'est ce fantasme par rapport au prix. Donc pour répondre encore une fois à la question de la vidéo, ça ne sert à rien d'acheter un écran à 5 000 € si vous n'en avez pas le besoin. Tout est rattaché à votre besoin et à l'investissement que vous pouvez vous permettre de mettre dans votre écran, tout simplement. Et donc, je pense qu'on a répondu vraiment à la question globale qui est de savoir si, avec n'importe quel budget, on peut se faire plaisir. Oui, largement, et même en dual screen. Et même en dual screen, exactement. Si vous demandez maintenant où acheter votre écran, alors c'est vrai qu'on peut les acheter en ligne. Bien sûr, allez vérifier un petit peu que Arnaud ait testé l'écran qui vous intéresse. Vous pouvez le joindre pour lui poser des questions. Il répond très gentiment quand il a le temps. Volontiers. Voilà. Et vous trouvez bien sûr sur son site, que je vous mets encore une fois en description, plein d'infos sur les choses qu'il faut vérifier avant d'acheter un écran, un petit peu tout ce qu'on a abordé ici, mais cette fois-ci à l'écrit pour que vous ayez le temps de bien lire tout ça. C'est un site qui est très bien fait. Avec des copies d'écran qui vous montrent. Voilà, et puis on comprend tout en fait. On comprend toute la question de la colorimétrie, qui est un vaste sujet. On pourrait en parler encore pendant des heures. Et je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur le site de Graphic Réseau, qui est en fait mon fournisseur pour les écrans que j'utilise chez moi, qui est un site français de confiance avec un SAV en France, avec des gens réactifs qui vous répondent. Et c'est quand même vachement agréable de passer par des gens comme ça. C'est aussi un de tes partenaires depuis pas mal d'années. Donc on vous met des liens dans la description si vous souhaitez vous informer sur des écrans, ceux dont on vient de parler, et on va vous faire aussi des recommandations selon les tailles d'écran. Tiens, on va essayer de faire une petite sélection par rapport à ce que tu peux proposer sur ton site. Allez voir dans cette description, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Je suis sûr que Arnaud se fera un plaisir de venir faire un tour. Là, je te piège là. Il va falloir que tu viennes répondre aux questions en dessous de cette vidéo. C'est tout l'intérêt, c'est de partager et puis effectivement d'interagir. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous êtes allé jusqu'au bout. Merci à toi encore une fois. Merci à toi pour ton invitation. On essaiera de traiter d'autres sujets comme ça sur la colorimétrie avec Arnaud à l'occasion, dès qu'on aura un petit peu de temps. Et en attendant, écoutez, je vous dis comme d'habitude, faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao. Ciao.